Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron et je vous retrouve donc pour cette émission. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 avril 2016. Le titre du jour est 4260 points, seuil clé pour l'indice 440. En effet, les 4260 points, ce sont les plus bas de vendredi dernier. Vendredi, nous avons des indices américains qui ont inscrit de nouveaux plus hauts annuels, mais les indices européens étaient relativement sous-performants. La semaine dernière, exceptionnellement, on a des indices américains qui ont terminé en hausse et des indices européens qui ont terminé en baisse. C'est très rare qu'il y ait une si forte différence entre les indices américains et les indices européens. Et cela s'explique entre autres par l'euro-dollar dans la zone des 1,14 qui est relativement haut et qui rend donc les actions et les indices européens moins attractifs pour les investisseurs. Mais nous allons le voir, ces 4260 points ont été défendus. Ce matin, on les a approchés de nouveau et les acheteurs se sont présentés. Et donc, alors que l'euro-dollar est désormais sous résistance et pourrait potentiellement consolider, les indices européens tiennent les supports et si l'euro-dollar venait à consolider, il pourrait même rebondir. Nous allons voir tous ces scénarios, nous allons voir l'actualité. Bienvenue à tous pour cette matinale. Alors comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous salue tous. Bienvenue donc pour cette émission en direct. Je salue également tous ceux qui nous regardent sur la version enregistrée publiée quotidiennement sur YouTube. Bonjour à tous. Alors comme d'habitude, nous allons voir ensemble l'actualité, le calendrier économique, nous allons passer en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez en haut de votre écran une fonction chat et une fonction questions-réponses pour pouvoir échanger avec moi. Alors, quelles sont les dernières actualités ? Vendredi, les indices américains ont inscrit de nouveaux plus hauts en clôture. En effet, les indices américains sont toujours dans des tendances haussières. Vendredi, on a eu la publication du nombre de créations d'emplois mensuels aux États-Unis. Le chiffre était bon, il était en ligne avec les attentes, voire même un tout petit peu supérieur. Il était contrebalancé par un taux de chômage qui était à 5%, donc un petit peu inférieur aux attentes, puisqu'il était attendu à 4,9%. Nous avons fait une émission en live vendredi à 14h15. Nous avons constaté à ce moment-là que les indices consolidaient un petit peu en attendant les autres statistiques du jour, notamment la confiance des consommateurs et l'ISM manufacturier. Ces deux chiffres étaient bons et ils ont donc propulsé les indices boursiers américains de nouveau à la hausse et c'est ainsi que ces derniers ont fini en forte hausse vendredi. En Europe, la donne était un petit peu différente, comme je vous l'expliquais en introduction de cette émission. L'euro-dollar relativement élevé a pesé sur les indices européens qui se sont fait peur sur leur support. On va le voir dans quelques instants, le CAC et le DAX ont travaillé et se sont fait des petites frayeurs sous leur support qui sont à 4300 et 9750 respectivement. Ce matin, de nouveau, on a testé ces seuils et pour le moment, on les tient, ce qui est plutôt une bonne chose. Pour les acheteurs, évidemment. Deuxième nouvelle, donc les devises émergentes ont réalisé leur plus forte hausse mensuelle depuis 1998 sur un panier de 20 devises. Eh bien, il se trouve donc que, étant donné que le dollar américain a fortement reculé le mois dernier, c'était sa plus forte baisse depuis plus de 6 mois, eh bien, inversement, les devises émergentes se sont reprises et ont fortement progressé. Vous n'êtes pas sans savoir que ces 2 dernières années, lorsque le dollar américain était fortement haussier, eh bien, il a entraîné toutes les devises émergentes à la baisse. Ça a complètement déstabilisé tous les pays émergents. Et en début d'année, alors que nous avons eu des fortes accélérations baissières sur l'énergie, sur les bancaires, nous avons aussi à ce moment-là eu un essoufflement sur les ventes des devises émergentes et des indices des émergents, et ces derniers se sont fortement repris depuis.
BNP Paribas note la faible participation de ses clients au rebond, mais reste positif sur les actions européennes. Donc ça, c'était plutôt les bonnes nouvelles. On a des indices américains qui tiennent, on a des devises émergentes qui se reprennent, on a une grande banque européenne qui note, qui reste positive sur les actions. Et après, on a les petites ombres au tableau, les éléments qui viennent peser un petit peu sur le moral des investisseurs. Le premier, c'est le Brexit. Il y a un sondage qui est sorti ce week-end et qui donne 43% favorable à la sortie et 39% qui veulent rester en Europe. Donc c'est un des premiers sondages qui donne le Brexit favorable et qui pourrait déstabiliser donc la livre, le FTSE et même toute la zone euro. Christine Lagarde, présidente du FMI, a laissé entendre que le plan grec était loin d'être satisfaisant. Vous n'êtes pas sans savoir que la Grèce a toujours de grands problèmes. La Grèce, en plus, a des flux de migrants très importants sur son territoire. La Grèce essaye de s'en sortir économiquement depuis plusieurs années, mais tous les chiffres sont en baisse. Donc la Grèce va encore cette année être au centre des attentions des investisseurs. Donc si vous voulez, l'Europe, on le disait, sous-performe à cause d'un euro fort. Et puis parallèlement à ça, vous avez le Brexit qui peut déstabiliser l'Europe. Et puis vous avez la Grèce qui de nouveau pourrait déstabiliser l'Europe comme ça a été le cas l'année dernière. Et puis troisième facteur un peu négatif, ou du moins qui peut peser sur le moral des investisseurs, Goldman Sachs envisage 3 hausses de taux cette année suite au bon chiffre de vendredi. Donc jusqu'ici, en fait, en début d'année, on envisageait 4 hausses de taux potentielles aux États-Unis. Puis ensuite, Janet Yellen nous a expliqué qu'elle allait être sur un rythme plutôt lent de hausse de taux. Et d'après les Fed Funds, on aurait eu 1 à 2 hausses de taux potentielles en 2016. Goldman Sachs, suite au bon chiffre de vendredi, envisage 3 hausses de taux potentielles. Donc n'oublions pas cela, la politique monétaire américaine est d'importance, elle peut être en soutien comme elle peut peser. Si dans les semaines qui viennent, les chiffres économiques américains sont excellents et que les membres de la Fed laissent entendre qu'une hausse de taux pourrait intervenir d'ici le mois de juin, cela pourrait de nouveau peser sur les indices, de la même manière que lorsque Janet Yellen la semaine dernière avait repoussé cette hypothèse, eh bien les indices américains étaient montés fortement. Donc voilà, pour l'instant, on a toujours un sentiment positif aux États-Unis. C'est les États-Unis qui tirent tous les autres indices avec plus ou moins des performances éparses en fonction des monnaies. L'euro-dollar pénalise l'Europe, le yen fort pénalise le Nikkei. Et donc, comme on l'a vu ensemble lors des dernières émissions, vous avez les indices les plus forts qui sont les indices Standard & Poor's et Dow Jones. Ensuite, vous avez le DAX, ensuite vous avez le CAC, ensuite vous avez le BEL 20 et ensuite vous avez le Nikkei. Donc, en fonction de si vous souhaitez être acheteur ou vendeur, faites attention à bien sélectionner votre indice. Côté entreprise, aujourd'hui, c'est le choc en France. En effet, Orange et Bouygues ont échoué dans leurs négociations entre les deux groupes. Donc, ça impacte tout le secteur. Orange, Bouygues, Iliad, Numéricable, tous les titres étaient à la peine ce matin. Certains ont même frôlé les moins 20%. Certains titres cotent actuellement moins 13, moins 14, moins 15%. Donc, à court terme, mauvaise nouvelle. Pas de concentration possible pour l'instant dans le secteur des télécoms. J'ai lu plusieurs notes de recherche à ce sujet ce matin. Les spécialistes en banque du secteur des télécoms pensent que c'est remettre à plus tard en fait quelque chose qui doit se passer. La concentration devra et pourrait se faire, mais plus tard. Donc à court terme, c'est une mauvaise nouvelle. Ça fait fortement baisser les titres. Après, peut-être que c'est une opportunité sur certains d'entre eux de pouvoir jouir de bons prix et de supports de moyen terme. Donc voilà, ce matin, échec des négociations et forte baisse de Iliad et Numéricable. Kering, dans le luxe, donc Anthony alors je ne sais pas le dire, mais Vaccarello succède à Hedi Slimane comme directeur artistique d'Yves Saint Laurent. Alors pourquoi est-ce que c'est une nouvelle que je note ? Tout simplement parce que Hedi Slimane, lorsqu'il est rentré chez Saint Laurent il y a quelques années, a aidé à un triplement
du chiffre d'affaires de la maison Yves Saint Laurent, ce qui a eu bien évidemment un impact positif sur la société Kering. Donc quand on a comme ça le changement d'un directeur artistique dans le luxe, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, sachant que ce sont des personnes qui coûtent 1 à 2 millions d'euros à engager. Société Générale va supprimer 128 postes dans le remaniement de sa banque d'investissement. On a entendu ces derniers temps beaucoup de choses au niveau des banques sur le fait qu'elles allaient supprimer des agences, qu'elles allaient revoir leur masse salariale, et également dans la banque d'affaires ou d'investissement, il y a des restructurations. C'est tout pour les news sur entreprise. On va passer aux statistiques. Donc vendredi, on a eu 215 000 créations d'emplois aux États-Unis. Donc c'est un peu supérieur aux attentes et un peu supérieur à la moyenne des 12 derniers mois de 212 000 créations d'emplois. Le taux de chômage, lui, est ressorti un petit peu moins bon que prévu à 5%. Mais dans la foulée, on a eu l'indice de confiance du Michigan qui est ressorti supérieur aux attentes. On a eu l'ISM manufacturier en mars qui est ressorti meilleur qu'attendu. Donc on a eu des bons chiffres qui, à 16h vendredi, ont permis aux indices américains de finir en beauté. Et puis, pour débuter cette semaine, on a eu des chiffres australiens. Les permis de construire en Australie sont sortis meilleurs qu'attendus à 3,2%, alors qu'ils étaient attendus à 2,5% et que les précédents étaient à moins 7%. Donc, un bon chiffre ici pour l'Australie et donc le dollar australien. Ce jour, à 10h30, on aura l'indice de confiance des investisseurs Sentix. À 11h, on aura le taux de chômage en zone euro. Et puis, à 16h, on aura les commandes de biens durables. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et on va débuter par les indices. Mais avant cela, on va regarder ensemble le calendrier économique de la semaine. Vous pouvez noter demain des statistiques d'importance donc en Angleterre, des PMI des services en France, en Allemagne, en Europe. Ce qui m'importe, moi, c'est la journée du 7. Le 7, on va avoir des chiffres américains, on va avoir les stocks de WTI et jeudi, on va aussi avoir un discours de Mario Draghi et un discours de Janet Yellen. Il faut faire très attention aux banquiers centraux cette semaine parce que, étant donné que les chiffres américains ont été très bons, les membres de la Fed pourraient parler de hausse de taux plus rapide qu'attendu. Et donc ça pourrait faire remonter le dollar américain. Inversement à cela, sur l'euro-dollar, puisqu'il s'est apprécié ces dernières séances et que cela ne fait pas le jeu de la BCE, vendredi déjà, on a eu un membre de la BCE qui a dit que la BCE avait d'autres outils pour intervenir. Et je ne serais absolument pas étonné cette semaine qu'on ait de nouveau des membres de la BCE qui soient en soutien, qui disent que plus de quantitative easing ou des taux plus bas peuvent être entrevus. Et si tel était le cas, on aurait un reflux potentiel de l'euro-dollar. Et si on avait un reflux potentiel de l'euro-dollar, ce serait un soutien pour les indices européens. N'oubliez pas que depuis 10-15 jours, l'Europe sous-performe nettement les États-Unis, que c'est principalement dû au taux de change euro-dollar. Or, cette semaine, pour moi, on peut avoir des discours qui d'un côté font remonter le dollar, d'autre côté font baisser l'euro. Et donc, on pourrait avoir un reflux de l'euro-dollar, sachant qu'en plus, il est dans la zone des 1,14, 1,15, sous une résistance de moyen terme. Et si tel était le cas, cela pourrait être un soutien pour les indices boursiers. Donc, ce matin, si vous voulez, quand je regardais les indices boursiers et que j'ai vu le CAC 40 comme ça descendre sous les 4300 points et tester cette zone de prix, je me suis dit, voilà, on ouvre en début de semaine avec une certaine aversion au risque, étant donné qu'il y a des titres des télécoms qui perdent 10, 15 à près de 20%, donc ça a engendré un peu d'aversion au risque en début de séance. Ça a permis au CAC 40 de venir tester les plus bas de vendredi et de valider sa zone de support et de valider le fait que les 4300 points tenaient pour le moment. Et si dans les séances à venir, on avait un euro-dollar qui voulait bien consolider un petit peu, ce serait de nouveau un soutien pour les indices boursiers. Donc autant jusqu'ici, je vous ai montré des indices américains haussiers et je vous ai dit que tant qu'ils étaient haussiers, il n'y avait pas de plan baissier. Autant on voyait ensemble que l'Europe sous-performait et donc qu'il y avait la possibilité d'être
potentiellement acheteur aux États-Unis puisque ça montait et d'être vendeur en Europe et de gagner de l'argent sur ces deux marchés dans deux sens différents alors que d'habituellement ils sont corrélés. Là, ce qui peut changer un peu la donne, donc c'est cet effet euro-dollar. Vous notez donc ici le CAC 40 est dans un triangle. On a un support horizontal à 4300 points, on s'est fait une frayeur dessus vendredi, c'est pour ça que j'ai marqué ici excès sur le graphique, point d'interrogation. On a de nouveau testé cette zone basse ce matin, donc on a la validation, la double validation d'une zone de support clé. C'est pour ça que le titre de la matinale du jour est 4260, pivot clé sur le CAC 40, car pour moi, tant qu'on tiendra ce support-là, eh bien, le CAC 40 est neutre, le CAC 40 est soutenu, il est sur support et il pourrait donc réagir à la hausse dans le sens de la tendance haussière des États-Unis et d'autant plus s'il est soutenu par un euro-dollar qui consolide. Le DAX, le voici. Donc le DAX, petit point négatif, le DAX a échoué sous résistance la semaine dernière et il est sorti vendredi de son canal haussier par un gap baissier. Donc il y a eu un échec sous résistance, une cassure de canal et un gap baissier, ça faisait 3 facteurs négatifs. Donc ça faisait passer le DAX d'un indice haussier à un indice neutre. Les 9750 sont le support clé que l'on a noté sur le DAX déjà depuis 15 jours. Donc vendredi, il ne fallait pas casser ce seuil-là, il n'a pas cassé. Ce matin, on est venu le tester pile poil à 9740 points et on réagit. Donc le DAX est passé de haussier à neutre. Et quand il est neutre, il peut soit casser son support et passer baissier, soit repartir à la hausse, casser sa résistance et redémarrer dans le sens de sa dynamique précédente qui était jusqu'ici haussière. Donc, étant donné tout ce que je viens de vous dire, on va garder, c'est le marché nous dit qu'il faut être factuel. Le DAX est neutre, le CAC est neutre, les deux sont soutenus sur support. Si et seulement si, en cours de clôture, on venait à casser les plus bas de vendredi, alors il y aurait des risques baissiers certains. Tant qu'on tient ces niveaux-là, eh bien, on peut continuer d'évoluer en range, voire de repartir à la hausse. Donc, que ce soit sur le CAC, sur le DAX, voilà, on est neutre, on tient les supports. Si et seulement si on accélère sous ces supports, on a des forts risques de reprise de la tendance de fond baissière, mais si on les tient, il y a un scénario qui, pour le moment, garde tout son sens. Sur les indices américains, les voici. Donc ça, c'est le SP500. Donc on avait vu ensemble la semaine dernière que le SP500 était haussier tant qu'il tenait la moyenne mobile à 15 séances. Vendredi, il est venu tester les 2042 points et la moyenne mobile à 15 séances et il est donc reparti à la hausse dans le sens de sa tendance. Il a même cassé son oblique de résistance ici qui passait par tous les plus hauts. Je la laisse sur mon graphique car sait-on jamais, on pourrait revenir prendre appui dessus. Elle pourrait être intéressante à suivre par la suite. La prochaine résistance, on n'en est pas loin, c'est les 2080 sur le SP500 et si ça passe, on a les 2100 en ligne de mire, seuil psychologique et ensuite les 2140, soit les plus hauts historiques datant du mois de mai dernier sur le SP500. Vous voyez que le SP500 est très directionnel, mouvement baissier, mouvement haussier, mouvement baissier, mouvement haussier. Tant qu'il sera dans son mouvement haussier, tant qu'il sera recherché, les acheteurs auront la main, la tendance sera haussière. Si et seulement si à un moment on casse la moyenne mobile à 15 séances sur cet indice, alors il sera temps de parler de prémices baissiers. Et puis pour finir avec les indices, dans les plus baissiers, c'est le Nikkei qui pâtit donc de la paire USD-Yen. Vous surveillerez l'USD-Yen dans les séances qui viennent. Si l'USD-Yen vient à casser les 111, ses plus bas annuels, et à accélérer à la baisse, ça pourrait fortement peser sur le Nikkei qui repartirait plus bas. Au contraire, si on tient la zone des 111 et qu'on réagit, alors le Nikkei pourrait potentiellement tenter de tenir les 16 000 points. Je dis cela parce que si les indices américains continuent de monter et que l'Europe réagit favorablement, le Nikkei, lui, à un moment donné, pourrait aussi pouvoir respirer. Ici, on a eu un creux à 16 000 points, puis un nouveau plus bas.
Est-ce qu'on va faire un second creux ici à 16 000 points avant de remonter un petit peu? C'est une éventualité si les autres indices doivent tenir et si l'USD Yen doit tenir. Si l'USD Yen par contre casse les 111 violemment, alors le Nikkei retrouverait potentiellement ses plus bas annuels. Donc quand vous tradez le Nikkei, il faut bien suivre la paire USD Yen. Alors, je regarde vos questions en même temps. Thierry dit, même avec le QE2 de la BCE, l'eurodoll ne baisse pas. Est-ce que c'est normal ou pas? En fait, Thierry, ce qu'il se passe, c'est que la BCE a mis en place tous les outils qu'elle avait à sa disposition. Et le marché, partant de ce principe-là, se dit, bon, bah voilà, la BCE a baissé ses taux, elle a lancé un plan de TLTRO, elle a augmenté son quantitative easing, elle ne peut plus faire grand-chose à court terme. Donc, partant de ce principe-là, eh bien, l'euro-dollar n'est pas vraiment sous pression. Car ce qui compte pour le marché, c'est aussi la politique à venir. Or, si la BCE a mis sur la table toutes ces options et qu'elle n'en a pas beaucoup qui s'offrent à elle dans l'avenir, eh bien les marchés le comprennent et jouent contre elle. Et c'est pour ça donc qu'on a un euro-dollar qui ne veut pas baisser. Et puis en plus de ça, en parallèle, depuis un mois et demi, on a une forte baisse du dollar américain. Donc ça a soutenu l'euro également. Donc vous avez comme ça deux facteurs qui sont venus soutenir l'euro-dollar et qui lui ont permis de s'apprécier. Mais étant donné que l'euro-dollar arrive, on va le voir après dans le Forex, dans la zone des 1,15, eh bien, des membres de la BCE pourraient sortir du bois et jouer de commentaires sur le quantitative easing ou les taux afin d'essayer de faire retomber la paire. Christophe me dit, bonjour Nicolas, les dividendes de société du SP500 sont descendus au premier trimestre 2016. Donc effectivement Christophe, on en parlait la semaine dernière, c'est la première fois en 7 trimestres que les dividendes sont en baisse aux États-Unis. Donc Christophe me dit, comment expliquer que l'indice monte vis-à-vis d'une future montée de taux à cause de la vigueur euro-dollar? Si oui, pourquoi? En fait Christophe, les indices américains montent car pour le moment les résultats d'entreprise sont corrects, la politique monétaire américaine est en soutien. Même si les Américains veulent monter les taux, ils veulent le faire graduellement. Et s'ils veulent monter les taux, c'est parce que leur économie, théoriquement, va bien. Donc tout ça, ce sont des facteurs positifs pour les États-Unis et c'est ce qui explique la hausse aussi forte aux États-Unis. Et puis comme je vous l'expliquais, les monnaies rendent les choses un peu complexes. L'euro élevé pèse sur l'Europe, le yen élevé pèse sur le Nikkei. Les investisseurs se rabattent donc sur les indices américains qui sont les plus solides, qui sont les plus haussiers. Et donc en fait, même si la situation pourrait se dégrader dans l'avenir, à court terme, la situation est bonne, les chiffres sont bons et les indices américains sont donc extrêmement soutenus. Christophe me dit, concernant le passage de haussier à neutre sur un indice notamment, y a-t-il une statistique qui dit que lorsqu'on passe de haussier à neutre, on devient baissier par la suite et inversement? J'espère que tu vas comprendre ma question. En fait, Christophe, souvent, on peut suivre un mouvement haussier avec des moyennes mobiles et des canaux. Lorsqu'on est haussier, c'est qu'on tient les moyennes mobiles ou les canaux, comme sur le Dow Jones, par exemple. Une fois qu'on casse le canal, qu'on casse les plus bas de plus en plus haut, on passe de haussier à neutre. Et lorsqu'on casse le plus bas précédent et qu'on commence à faire des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, là on a la naissance d'une tendance baissière. Voilà, je pense que j'ai fait le tour concernant les indices et vos questions. On va regarder rapidement les actions françaises. On va voir le palmarès. On va voir le palmarès avec les hausses pour commencer. Dans les hausses, on a AB Science. AB Science, c'est une société de recherche biotechnologique. Or, la société a communiqué ce matin sur le fait qu'elle avait un médicament qui avait réussi une phase 3. Donc, le titre prend 20% ce matin. Autre titre en hausse ce jour, c'est Air France qui gagne 3%. Je pense que Air France profite notamment de la baisse des cours du pétrole qui sont bons pour la société. Vous voyez qu'Air France évolue entre 7,80 et 8,80. On a un support ici qui a fonctionné et la résistance, c'est une résistance de moyen long terme qui date de 2014-2015. Donc le titre évolue comme ça depuis 2 mois dans ce range et à court terme, il est soutenu par la baisse des prix du pétrole. On a le luxe qui monte un petit peu, on a Selectis et Sanofi, donc des valeurs pareilles dans le pharmaceutique qui montent un petit peu.
et il n'y a pas de grand mouvement à la hausse. À la baisse, par contre, il y a un peu plus de grabuge, c'est ce qui explique le trou d'air ce matin sur le CAC 40. Bouygues a ouvert en forte baisse et a pratiquement atteint les moins 20%, puis le titre là se stabilise. On va le regarder en données hebdomadaires. Donc en données hebdomadaires, on voit que le titre, pendant toute l'année 2015, évoluait entre 29 et 39 euros. Et en fait, on a échoué sous les 37 euros la semaine dernière. On avait vu ensemble que les titres matérialisaient des doubles tops en données journalières. Et puis nous voilà revenus sur le bas du range de début 2015. Donc la sanction a été immédiate, la baisse a été forte, mais la baisse ne va potentiellement pas forcément perdurer, d'une part parce qu'on est revenu sur des niveaux de moyen terme, d'autre part parce que depuis le cours d'ouverture, vous voyez que le titre a été plutôt recherché. Numericable, c'est la même chose. Le titre était en tendance baissière jusqu'ici, on avait rebondi de 30% récemment, notamment grâce aux résultats, et vous voyez que le titre a ouvert à 28,30 €, non loin de ses plus bas annuels, et depuis, il a repris 3 €, donc pratiquement 10%. Donc, oui, c'est une mauvaise nouvelle, l'échec des négociations entre Bouygues et Orange. Par contre, ça n'empêche pas qu'à moyen terme, une concentration du secteur pourrait avoir lieu. Et puis, alors que les titres ont perdu parfois 20-25% en début de séance, c'était une opportunité qui a été saisie par de nombreux opérateurs de se placer sur les plus bas annuels et sur des niveaux de prix intéressants. La preuve en est, depuis le début de l'ouverture du titre, le titre est fortement recherché. Donc on a comme ça Bouygues, Numericable, Iliad qui perdent plus de 10%, qui sont revenus sur des supports de moyen terme et qui, depuis l'ouverture, ont été plutôt recherchés. Ça veut dire que les titres ne vont pas forcément baisser beaucoup plus. Ça veut dire que les titres reviennent dans des zones de prix qui intéressent certains investisseurs. Et puis, comme je vous le disais, la concentration du secteur n'est pas impossible. Archimedia, on en avait parlé la semaine dernière. Suite à la publication des résultats ici le 21 avril, eh bien, le titre a fait un fort mouvement haussier. Il est donc légitime qu'après la forte hausse récente de près de 50% du titre, le titre consolide aujourd'hui. Orange consolide, c'est la moins forte baisse dans le secteur télécom et vous voyez que Orange est venu pareil chercher une zone de prix d'importance, une zone de gap ici de fin 2015 et une zone travaillée début 2016. Donc comme les autres titres, on est revenu sur des niveaux de moyen terme. Et puis vous voyez aussi qu'à la baisse, on retrouve Eramet, donc matériaux de base, Valorec Pétrole, CGG Pétrole, Morel et Prom Pétrole, Technique Pétrole. Donc de nouveau, à cause de la baisse des cours du pétrole, on a toutes les sociétés du secteur énergétique qui sont délaissées. On va d'ailleurs passer sur les matières premières et comme ça, on va regarder le pétrole. JT dit, est-ce que le pétrole dirige encore les indices? Alors comme tu peux le voir JT, le pétrole ne dirige pas du tout le SP500. Hein. Le SP500 monte tout droit depuis un mois, que le pétrole monte ou baisse. Donc il y a des périodes où le pétrole fait un peu sa loi, il y a des périodes où il est un peu délaissé. Le pétrole en baisse depuis 4-5 séances. Toute la semaine dernière, il a baissé. Ça n'a pas empêché les indices américains de continuer de monter. Il faut dire que le pétrole a baissé, certes, mais dans des proportions gardées. On a perdu 10% après avoir gagné 50%, donc c'est tout à fait légitime. On n'oubliera pas sur le pétrole, donc mercredi on a les stocks, et puis dans maintenant seulement 13 jours, on aura la réunion de Doha entre les producteurs de pétrole. Ce qui explique la baisse du pétrole la fin de la semaine dernière, c'est que l'Arabie Saoudite a dit qu'elle se joindrait aux réunions de négociation si l'Iran le faisait également. Donc c'est un petit peu un bluff entre les pays producteurs pour voir qui sera là, qui va geler sa production. Et voilà, donc à court terme, les stocks sont élevés et pèsent sur les cours, et puis les cours avaient besoin de consolider après une forte hausse. On va voir dans les séances qui viennent s'il n'y a pas des réactions, car si les indices continuent d'être soutenus, parce que le pétrole est revenu sur des zones de support, il pourrait y avoir des réactions, il pourrait y avoir des spéculations en attendant Doha. D'ailleurs, je vous disais sur le pétrole la semaine dernière qu'on avait deux supports en cas de baisse. Le premier, les 35,50, soit les plus bas du 15 mars dernier.
les plus bas du 15 mars dernier et la moyenne mobile à 20 jours. Donc tant qu'on tient les 35,50, il y a un espoir que la hausse reprenne. Si on casse ce seuil et qu'on va plus bas, les 34 dollars apparaissent comme le support clé sur le pétrole WTI. Comme je le disais, le pétrole WTI et le Brent sont baissiers à court terme, mais arrivent sur des zones de soutien qu'il va falloir surveiller. L'or, c'est intéressant de voir qu'on a échoué de nouveau sous les 1240 et qu'on est on reste dans le canal baissier. Si à un moment on sort de ce canal baissier, c'est un signal de retournement haussier. Tant qu'on est dans ce canal baissier, on pourrait revenir voir la zone des 1180-1200 dollars, notamment si le dollar américain se reprenait. Et donc, ceux qui sont patients et qui attendent cette zone de prix depuis un certain temps pourraient être remerciés. Le sucre, comme on l'a vu ces derniers temps, il consolide et il a fini sa forte hausse. On a eu un fort mouvement haussier de 25%. Et puis, depuis, les vendeurs ont repris la main. Le café continue de tenir tant bien que mal sa zone de soutien ici des 123-124 en cours de clôture. Donc c'est le café Arabica pour rappel. Les pétroles, donc on a vu qu'ils approchaient de support. Voilà, donc le pétrole Brent est ici, il a cassé son plus bas ici de mi-mars. Par contre, le pétrole WTI, lui, est posé dessus. On a une zone de soutien quand même qui apparaît ici, qui date de la fin décembre. Donc voilà, sur les pétroles, on a eu 8 jours de baisse, c'est toujours baissier, on approche de support. Si des réactions se font sur ces supports, alors on parlera de velléité haussière de nouveau, mais n'allons pas trop vite en besogne pour l'instant, rien de cela. Le gaz naturel, il est resté dans son range la semaine dernière. Le riz, il a rebondi depuis ses plus bas. Il reste dans son canal baissier et seule une sortie du canal contrait. Donc voilà pour les matières premières. Et puis on va finir avec les devises. Alors, sur les devises, donc on a toutes les devises en dollars qui consolident ce matin, l'AUD-USD, l'euro-dollar, la livre-dollar. Comme je vous l'ai dit, donc la semaine dernière, on a eu une forte appréciation de la paire euro-dollar qui est montée pendant 5 séances consécutives. On a approché les 1,1440 sur l'euro-dollar, alors que la résistance de moyen terme, vous voyez que il y en a une à 1,15, mais il y en a une aussi dans la zone des 1,1440. Ici, pile poil. En fait, on a approché ce seuil-là ici, on s'est arrêté dessus là et là. Donc, on a bel et bien une belle résistance propre à 1,1440. Et voilà. Donc, l'euro-dollar, s'il y a de très bons chiffres en Europe, si le dollar est encore délaissé, pourrait revenir sous résistance à 1,14 voire 1,15. Mais il y a aussi la probabilité qu'en fait il ait touché une résistance majeure vendredi et qu'il se replie désormais. Et donc c'est le scénario dont je vous parlais en ce début d'émission, car si tel devait être le cas sur l'euro-dollar, si le dollar devait se reprendre un petit peu, notamment parce que les chiffres sont bons et que les opérateurs spéculent sur des hausses de taux, eh bien l'euro-dollar pourrait se replier un peu plus, d'autant plus s'il y a des problèmes avec la Grèce, ou d'autant plus s'il y a des membres de la BCE comme Mario Draghi jeudi qui feraient pression sur l'euro. Et donc, on pourrait avoir une consolidation de l'euro-dollar vers les supports, ce qui libérerait du potentiel sur les indices européens. Donc, l'euro-dollar sera vraiment à suivre pour ceux qui tradent notamment les indices européens. De la même façon que l'USD-Yen sera à suivre pour ceux qui tradent le Nikkei, la paire USD-Yen est baissière à moyen terme. À court terme, elle est dans un range entre 111 et 114. On a vu la semaine dernière que les cours avaient échoué sous 114 et que le dollar s'était fortement replié suite au dire de Janet Yellen. Le dollar est de nouveau en train de revenir vers son support, vers cette fameuse zone des 111. Si le dollar est délaissé, que les membres de la Fed ne nous parlent pas de hausse de taux, qu'il y a de l'aversion pour le risque, alors on pourrait casser les 111 et il y aurait potentiellement une accélération baissière à la clé dans le sens de la tendance baissière. Par contre, attention, si les chiffres américains sont bons, s'il y a des dires de Janet Yellen sur les hausses de taux à venir, s'il y a des bons chiffres américains ou s'il y a encore de l'interventionnisme de la part de la BOJ, la paire pourrait rebondir nettement. Donc attention à ceux qui sont sur cette paire.
La cassure des 111, il faudra qu'elle soit validée en cours de clôture pour qu'une accélération se fasse. A contrario, on pourrait continuer d'évoluer comme ça dans un range. Et c'est pour ça que je vous parlais du Nikkei tout à l'heure sur les 16 000 points, parce que si et seulement si l'USD-Yen arrive à se reprendre dans cette zone de prix et à rebondir un petit peu, alors le Nikkei pourrait à son tour profiter de la baisse du yen et rebondir également, alors que jusqu'ici c'était le plus délaissé. Donc voilà, les monnaies seront vraiment la clé cette semaine. L'euro-dollar à la baisse soutiendrait l'Europe, l'USD-Yen à la hausse soutiendrait le Nikkei. Ce sont des facteurs à suivre car ils seront d'importance. Voilà, je pense qu'on a fait un bon point pour débuter la semaine. L'énergie délaissée, les télécoms délaissés, les biotechnologies recherchées, les indices qui tiennent bien, des belles réactions sur les supports européens, avec en plus un euro-dollar sous résistance qui pourrait les soutenir. Donc, en ce début de semaine, voilà ce que je vois. Des marchés américains haussiers, des marchés européens qui tiennent et qui pourraient en plus s'apprécier si l'euro-dollar voulait bien baisser. Les sociétés des télécoms ont fortement baissé mais ont touché des niveaux de moyen terme. Les sociétés du secteur énergétique sont en baisse tant que le pétrole sera à la peine. Par contre, on surveillera dans les séances à venir s'il n'y a pas des réactions haussières, des spéculations avant Doha. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour pour commencer cette semaine. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, j'ai répondu à vos questions. J'espère qu'on a fait le tour. Je vais vous souhaiter un très bon appétit, une très bonne séance, et puis je vous retrouverai demain à 10h tapante pour la matinale avec grand plaisir. Bonne séance à tous.